De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Lorraine Ekoué, romancière, et de nos éditorialistes Alfred Chango et Gemma Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Faisant partie intégrante de la culture africaine, les contes sont issus d'une tradition orale séculaire transmise de génération en génération. Cette littérature orale a aujourd'hui dépassé les frontières du village africain et trouve écho dans les adaptations musicales, scéniques et littéraires. Dans plusieurs pays, le conte a su s'adapter à la modernité. C'est le cas notamment au Burkina Faso. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Dans l'Afrique ancienne, les rites, les interdits et autres codes de vie se transmettaient par la parole. Ainsi, on y retrouve le chant, les devinettes, les épopées, les proverbes ou encore les contes, un récit merveilleux que les acteurs qualifient d'utile et futile. Les thèmes des contes ont tous un rapport étroit avec la morale. Ils révèlent des valeurs auxquelles la société traditionnelle tient beaucoup, telles que l'obéissance, la discrétion, le respect et par-dessus tout l'intelligence. Ces valeurs constituent le fondement même de la morale africaine, une morale sociale qui indique à chacun comment vivre et se conduire en communauté. Si le conte se disait naguère autour d'un feu de bois, au clair de lune avec la musique et des applaudissements à l'appui, de nos jours, le conte s'exporte. Il est notamment sur des grandes scènes à l'international. Aussi à la radio ou sur les télévisions, le conte s'écoute, se regarde avec des conteurs de renom tels que Kientega Pegerwende Gérard Dikapége ou encore Mariam Kone. Quelle est la place de cet art oral dans l'univers culturel burkinabé? Comment est-il valorisé? En Afrique, au sud du Sahara, les petits-enfants sont bercés au son des contes, chants et épopées dès leur plus jeune âge. Faisant partie intégrante de la culture africaine, ces contes sont issus d'une tradition orale séculaire, transmise de génération en génération par les conteurs, les griots, les sages ou encore les femmes. Selon le professeur Albert Ouedraogo, enseignant de littérature orale africaine à l'université de Ouagadougou, si le conte est un besoin ludique pour l'homme, il trouve aussi son origine dans des croyances populaires. Ainsi donc, chaque soir, les génies, sous la coupe de leur premier responsable, devaient s'en aller et parcourir le monde et revenir avec des aventures. Et chaque matin, très tôt, avant que le soleil ne se pointe, ils se retrouvent sous un grand arbre et se racontent les différentes péripéties de leur sortie nocturne. Les histoires fantastiques les unes plus que les autres. Et c'est ainsi qu'un chasseur qui était un jour dans les fourrés a entendu ces différents récits. Il se les a appropriés et il est retourné au village avec. Le conte a des fonctions telles que l'enseignement, la transmission du savoir et l'initiation. Ce savant dosage d'humour, de poésie et de sagesse africaine est un canal d'éducation. Quand vous prenez les contes et on vous parle des animaux, mais il y a des animaux que l'enfant n'aura jamais la possibilité de voir. Mais justement, on lui en parle, on nomme ces animaux, on nomme les végétaux, on nomme les puissances occultes, on nomme les ancêtres, les génies, Dieu. Et puis un certain nombre de valeurs, le bien, le mal, la punition du mauvais, la bénédiction du bon. Donc tout ceci participe d'un enseignement dont l'enfant a nécessairement besoin pour se construire une identité et être dans les normes de la société. Le conte, comme tout autre art, est un véhicule culturel. Il traverse les âges, s'adapte au moment d'où sa vitalité selon des conteurs. Conte qu'on raconte, qu'on dit, laisse forcément des traces de notre culture. On va forcément découvrir des traces de nos cultures à l'intérieur des contes, à travers des objets qu'on utilise, à travers les fonctions même de la parole. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses qu'on peut dire à des enfants et à tel niveau, à tel moment de la journée ou bien à tel moment de la nuit. Sur le plan du développement intellectuel, les contes présentent souvent des situations difficiles et font prendre conscience des difficultés de la vie. Outre cet éveil de l'intelligence, le conte aurait des vertus thérapeutiques. Une fois, j'ai rencontré une dame qui, on disait que cette dame-là, qui était en phase terminale du cancer,
On me disait que normalement, cette semaine, ça va être difficile pour cette dame-là de pouvoir finir la semaine. Et moi, je suis arrivé et j'ai raconté à cette dame pendant longtemps. Nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons parlé. Et cette personne-là a vécu 3 semaines de plus. Je ne dis pas que c'est la parole qui a permis à cette personne de pouvoir vivre plus, mais je peux quand même dire que la parole aide, puisque la parole manipule l'esprit. Une musique en fond sonore, chantée ou parlée, Mariam Koné sensibilise à travers ses contes. Depuis une vingtaine d'années, ces contes qu'elle puise de son terroir dans le nord-ouest du Burkina sont dits avec pour finalité un changement de comportement. Bien qu'elle privilégie l'aspect ludique du conte, la leçon tirée est toujours instructive. On peut sensibiliser à partir des contes et c'est ce que j'ai fait. Une sensibilisation directe. Par exemple, sur l'environnement, sur la santé de la reproduction, nous avons plein de contes traditionnels qui abordent les sujets à partir desquels on peut se développer. Il suffit juste qu'on cherche un peu et il faut permettre à ceux qui peuvent chercher de chercher, justement en leur donnant les moyens. Nous sommes ici à Arbolé, à environ une 60aine de kilomètres de Ouagadougou, au nord du Burkina Faso. Dans ce village est dressé le centre culturel Kombi, qui a pour vocation de perpétuer l'art du conte. Son initiateur, Kiadega Pegerwende Gérardi KPG, médaillé d'argent en conte au 6e jeu de la francophonie à Beyrouth, a fondé ce centre pour instruire par le conte. L'éléphant meurt, mais ses défenses demeurent. Il faut que notre travail puisse traverser les âges. Et si le travail veut traverser les âges, il faut que le travail puisse se munir de tous les moyens pour pouvoir faire face aux obstacles. Parce que traverser un parcours, c'est toujours parsemé d'obstacles. Et ce sont ces obstacles que j'essaye de créer une troupe solide, une relève solide, qui puisse quand même valoriser le patrimoine culturel burkinabé, en général le patrimoine africain. Des histoires d'animaux, des récits qui mettent au centre de la vie rurale des êtres surnaturels, voici ce qui constitue le contenu des contes. Ces enfants formés au centre Kombi de KPG sont déjà dans la dynamique de valoriser l'art de la parole. Vous savez que le lion est friand de miel. Allez-y déposer à sa tanière un seau de miel, puis allez-y le tendre au bord du maïko. Après avoir fini le miel, la soif le forcera à se manifester en plein jour. Et puis après cela, tous les gens réunirent les bons chasseurs du village et les expliquer ce qu'ils devaient faire. Des festivals comme celui Yélène ou encore des compagnies sont pour la promotion du conte. Ce récit oral qui est un patrimoine culturel de nombreuses sociétés se perd de plus en plus. Aujourd'hui, il a besoin d'être sauvegardé. Et pour sa valorisation, il convient, selon certains acteurs, qu'il soit enseigné dans les écoles. La valorisation du conte passe, à mon sens, par la réhabilitation de nos langues nationales. Parce qu'un conte est véhiculé par une culture et par une langue. Et sauver les contes, c'est aussi sauver nos langues. Le secteur culturel revêt une importance capitale pour le Burkina Faso. Il occupe plus de 1% des actifs. Et pour mieux valoriser ce secteur, les autorités politiques ont fait de la culture un axe prioritaire dans la SCAD, la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. L'art oral y occupe une bonne place. Aussi, plusieurs compagnies privées font du conte un véhicule de la culture, à l'instar des compagnies comme l'ATB, l'Atelier Théâtre Burkinabé, le Roseau, dont l'objectif premier est de valoriser cet art, un patrimoine culturel. Laura Nekwe, comment expliquez-vous que les contes retrouvent aujourd'hui un nouveau souffle? Je dirais que les contes n'ont jamais perdu la force de leur inventivité, créativité et surtout modernité. Au cœur du conte se trouve la sagesse populaire, la sagesse africaine, en particulier au Burkina Faso, qui est le pays des hommes intègres. Et c'est cette force au cœur des contes qui sont garants de leur modernité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut toujours lire un conte et ça nous dit quelque chose. C'est comme quand on lit la Bible. Il y a un côté atemporel et intemporel dans les contes qui fait du bien à leur lecture.
Et comment ont-ils su s'adapter justement à la modernité dont vous parlez? Moi, j'ai l'impression que quand on lit un conte, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'adaptations. Ce que j'ai aimé, c'est qu'aujourd'hui, les contes, on peut les retrouver sur des supports comme le livre. Quand je lis un recueil de contes comme celui de Boubacar Diallo, ce que j'aime bien, c'est que des thèmes qui sont toujours contemporains, d'actualité, autour des 7 péchés capitaux, ils sont restitués sous forme de livres. Donc, j'ai pas besoin, ou parce que j'ai pas l'opportunité de rencontrer des conteurs burkinabés tous les jours, au moins sur un support comme le livre, c'est possible. Ensuite, il y a le cinéma qui fait ça très bien. Je crois que l'un des plus beaux films africains que j'ai vu, c'est Yélène d'Idrissa Ouedraogo. C'est un formidable conte initiatique qui a vraiment pris en compte la beauté des paysages africains. C'est un long métrage qui a été primé. Et son ressort s'est aussi appuyé sur un conte traditionnel burkinabé. Donc l'Afrique doit vraiment puiser dans ses savoirs socio-culturels pour avancer et pour faire pas mal de choses. Alfred, le conte, ça reste un vecteur de transmission essentiel en Afrique? Avant de répondre à votre question, Fanny, je dirais que, au fond, ce qui a marqué la fin du conte, c'est la fin de l'Afrique des villages. L'urbanisation a scellé la fin de conte parce que le conte était adapté, d'ailleurs on l'a rappelé un peu, à l'univers traditionnel du village. C'est le soir qu'on raconte justement des histoires aux enfants pour les éduquer, en même temps les divertir et puis leur permettre justement d'acquérir de la sagesse. Et au fond, avec la fin de cette Afrique des villages, entre guillemets, l'arrivée de l'école, le conte a perdu, au fond, de sa force en tant que tel. Il a fallu effectivement que des ethnologues recueillent les contes, les traduisent, ou alors des Africains comme Birago Diop puissent recueillir les contes de leur propre village, les traduire en français pour leur donner une nouvelle vie. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, effectivement, il y a des conteurs contemporains, c'est-à-dire des créateurs de contes, qui écrivent des contes modernes, puisque le rappelait Ouedraogo dans le reportage, le professeur, les contes, pour la plupart d'entre eux, sont dominés par le monde animalier. Donc, il y a une anthropomorphisation, justement, des animaux. Or, la plupart de ces animaux dont il est question, dans la forêt, etc. Et donc, aujourd'hui, il faut distinguer les deux choses. La dynamique nouvelle aujourd'hui du conte est liée effectivement aux nouveaux supports qui arrivent. On l'a dit, la télévision, la radio, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la scène, c'est joué. L'une des difficultés, effectivement, c'est de raconter les contes pendant la journée, puisqu'au village, c'est le soir. Quand tout le monde est revenu des champs, les femmes sont revenues des champs, les hommes de la chasse, on se retrouve autour du repas après le repas, sous l'arbre à palabres, on raconte des histoires. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, ça c'est très intéressant, puisque normalement, il y a plusieurs types de conteurs, les conteurs et les conteuses. Les conteurs racontent le soir, la nuit, les conteuses le jour aux enfants. Il y avait des hiérarchies comme ça, qui permettaient effectivement à chacun. Et puis, il y a une catégorie de contes qui s'est racontée entre les hommes, ce sont des contes grivois, où le conteur, les hommes se retrouvaient, y racontaient. Donc, je dirais effectivement, la nouvelle dynamique aujourd'hui est liée à ces nouveaux facteurs. Mais il y a toujours un décalage, c'est-à-dire que si vous racontez un conte animalier aujourd'hui à des enfants qui vivent en ville, même en Afrique, ils vous suivent difficilement parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Alors, les arts de la rue, la musique, etc., tout ça, ça leur parle plus que les contes du genre, les nouveaux contes d'Amadou Koumba, par exemple. J'ai mal à souffler, d'accord avec Alfred. Est-ce que le conte a perdu quand même de sa force, même s'il perdure aujourd'hui? Est-ce que c'est l'adaptation sur de nouveaux supports qui permet encore qu'il reste justement dans les pays africains? Qu'il ait perdu de sa force, la question ne se pose pas. Pas de sa vigueur, de sa force. Qu'il ait perdu la place qu'il avait auparavant, sans aucun doute. Le lien que fait Alfred entre le conte et le village est vrai, pas si évident que ça. Vrai, mais discutable.
On a tous vécu, en tout cas pour ma part, je pense que c'est le cas d'Alfred aussi, dans nos villages. Moi, je suis originaire de Mauritanie et j'ai vécu entre la frontière malienne et mauritanienne. J'ai grandi avec les contes. Et bien entendu, idéalement, le conte, c'est l'histoire qu'on vous raconte la nuit, sans électricité, parfois pas de bougies, et donc ça vous fait peur, ça vous met en rapport avec la nature, ça vous fait peur des animaux, ça vous raconte un lion, et donc c'est un contexte, c'est un environnement qui vous fait un conte. Les contes évoluent parce que l'Afrique évolue, parce que le monde évolue, et que l'histoire idéalisée du conte dans un village n'est plus la réalité qu'on a aujourd'hui. Et donc, nous avons un conte qui devient un patrimoine culturel, philosophique, sociologique, avec un rapport à l'environnement qui est assez respectable. Et puis, il faut lui donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle, de mon point de vue, passe par son adaptation à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions, que nous acceptions le conte comme étant un vecteur de culture, d'histoire, de civilisation, et donc nous le protégeons avec la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'école, c'est bien dit dans le sujet, et je considère, encore une fois, que l'évolution du conte, pas forcément d'ailleurs dans un espace plus global, mais dans un espace qui peut être local, c'est-à-dire faire accéder aux enfants dans un primaire donné, dans une école primaire donnée, à l'histoire d'un conte donné, c'est-à-dire une expression, une maîtrise, une expression du savoir, de la parole, qui de mon point de vue est importante. Laura Lecou, est-ce que le conte ne perd pas de sa substance, de son essence même, lorsque justement il est adapté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au cinéma ou au théâtre? Moi, j'ai vu récemment le film de Spike Lee, The Sweet of Jesus, et j'ai trouvé qu'il y avait un côté conte. Et contrairement à mes deux interlocuteurs, pour moi, le conte parle autant aux adultes, comme les fables de La Fontaine. Et non, je trouve que c'est un enrichissement. Et le fait qu'il y ait des animaux, ce passage tout le temps, ce lien entre l'homme et l'animal, ça peut même être une richesse contemporaine, dans le sens où, grâce aux nouvelles technologies, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire faire des effets spéciaux et tout, c'est une autre façon d'amener le fantastique. Donc moi, franchement, pour venir à cette émission, je me suis davantage baignée dans les contes. J'en ai relu et je me suis dit, mais il y a tellement de scénarios à développer, et pas forcément dans le misérabilisme, mais plutôt dans l'Afrique opulente et riche, puisqu'il y a beaucoup d'histoires autour des rois, des royaumes, et ce sont des princesses. Des histoires qui parlent aux gens aujourd'hui? Bien sûr, à cause du fond moral. C'est toujours la morale qui est importante dans le conte, que ce soit avec des riches, des puissants ou des très pauvres. Il y a un fond de morale, et ce qui peut en faire des histoires universelles. Alors, universelles, est-ce qu'on a retrouvé des contes qui sont en commun entre les différents pays d'Afrique? Ça, je ne suis pas certaine. C'est vrai que chaque pays a sa spécificité. Il y a certains pays qui sont plus riches que d'autres. Mais il y a des contes que j'ai lus sur la jalousie féminine, sur les rivalités féminines. Je pense que ça pourrait être exploité même aujourd'hui. Beaucoup de femmes se retrouveraient dans ce genre de situation. Alfred, est-ce que le conte peut avoir justement une valeur didactique d'éducation? Oui, tout à fait. Ça, c'est l'une des fonctions premières, au-delà du divertissement, c'est l'une des fonctions du conte. Non, il y a beaucoup de contes qui traversent les pays. On peut prendre le conte, là vous avez parlé de conte de la jalousie, mais le conte de l'enfant terrible, ça on retrouve un peu partout. Les contes de l'araignée, du lièvre, du lion, ça on trouve un peu partout. Et puis il y a Kirikou, voilà un type de conte moderne qui, là pour le coup, actualise de manière assez forte. Et puis effectivement, ça parle beaucoup justement à l'imagination à la fois des enfants et des adultes. Oui, il y a cette fonction éducative qui est là, mais vous avez bien fait d'évoquer les fables de La Fontaine. C'est qu'en réalité, les contes africains qui étaient racontés, etc., sont devenus des objets de musée, c'est-à-dire des livres qui sont enseignés dans les écoles. Effectivement, j'enseigne ça aussi à mes étudiants de la Sorbonne, justement, en première année, il y a un cours d'initiation aux contes, aux littératures orales africaines. Mais il y a le roman, la nouvelle, le théâtre ont remplacé le conte, j'allais dire, ont tué pratiquement le conte.
puisque Lorraine Ekoué est romancière. Voilà. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les manifestations se poursuivent au Burundi contre la candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza. Des manifestations qui ont tourné souvent à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Dimanche, au moins 2 manifestants ont été tués. Un opposant et militant des droits de l'homme a été arrêté. Et la principale radio privée du pays a également été coupée. Et le président nigérien Mahamadou Issoufou a convoqué les cadres de l'armée pour coordonner les efforts contre Boko Haram. Une décision qui fait suite à l'attaque menée par le groupe terroriste ce samedi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.